Esprit Parc National, voyager autrement et consommer local. Présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Ah, chers amis, IS et IES de Sud Radio, bien sûr. Vous êtes chaque année plus de 10 millions à les visiter, à les fouler du pied, à vous extasier devant la sublime nature préservée de nos parcs nationaux. Rappelons que Parc National, c'est un concept inventé en 1832 aux States pour conserver le côté sauvage et authentique de la nature. Il désigne aujourd'hui le plus haut niveau de qualité et de protection des espaces naturels remarquables d'un pays. En France, donc, ils sont 11 parcs terrestres et maritimes. En métropole et outre-mer, a bénéficié de ce classement dans un mode original de gouvernance et de gestion par un office dont c'est l'une des missions, l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Alors oui, nous, bien sûr, public, on voit ces formidables territoires de pleine nature comme des occasions uniques de découverte, de ressourcement, d'oxygénation, de gambadage en forêt, seul, en couple, en famille, en rando, à cheval, à vélo, sous la tente, en gîte, avec ou sans guide. Oui, tout ça, c'est possible dans nos parcs nationaux. Mais comme un parc national, c'est aussi un espace de biodiversité, donc un espace vivant, l'Office français du même nom y a intégré l'humain et l'activité économique dans un même élan de préservation, de reconnaissance et d'encouragement. Et c'est comme ça que le label Esprit Parc National, marqueur de cette excellence, est né. La marque Esprit Parc National, donc, valorise et fait rayonner le geste artisanal, agricole, architectural et entrepreneurial d'excellence au travers des hommes et des femmes qui le perpétuent. 700 récipiendaires de la marque aujourd'hui la défendent fièrement et nous allons voir comment dans cette émission, nous, consommateurs, épicuriens, touristes et visiteurs, même du dimanche, avons intérêt à repérer cette marque et à ne pas la perdre de vue. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Et avec nous, l'Office français de la biodiversité. Son représentant, c'est Thomas Burel. Bonjour Thomas. Bonjour Christophe. Vous êtes chargé de communication à l'OFB et plus précisément de la marque Esprit Parc National. Tout à fait. Quentin Donnet, il est venu de La Réunion, Quentin. Il a laissé son épouse Béatrice, qu'on embrasse. Béa, si tu nous écoutes. Quentin est à Paris et il est avec nous. Il est producteur de vanille. Il est agroforestier tropical à Sainte-Rose, au Parc National de La Réunion. Comment il est ? Et là. Bonjour. Bonjour. Antoine Sauvage aussi. Il est avec Joanne, sa femme, hébergeur au Mas Rouverac, à Cross, dans le Gard, au Parc National des Cévennes. Bonjour Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Il a l'air de faire une très belle température au Parc des Cévennes. On est en t-shirt, on est détendu. Il fait très chaud, effectivement. Très bien. Emmanuel et Annette Geoffroy sont aussi avec nous pour cette émission. Emmanuel est artisan fabricant de fleurs au moulin de la fleuristerie à Orge, 350 habitants, du Parc National de Forêt, dans la Haute-Marne, à côté du parc, donc. C'est bien ça ? Tout à fait. Vous êtes à la porte nord du Parc National. Voilà, parce qu'il y a des portes d'entrée dans les parcs. On va en savoir un petit peu plus. On commence avec vous, Thomas Burel, chargé de communication à l'OFB. Présentez-nous l'OFB rapidement. Combien d'agents ? Quelles sont ses missions ? Quel poste il y a ? Ça représente quoi ? Alors l'OFB, c'est un établissement public de l'État qui regroupe 3000 agents aujourd'hui et qui a 5 grandes missions. Un appui aux politiques publiques en faveur de la biodiversité, la mobilisation des acteurs, la police de l'environnement, une mission d'appui pour la connaissance scientifique et enfin une mission sur la gestion et la restauration des aires protégées pour faire le lien avec les parcs nationaux de France et la marque Esprit Parc National qui est propriété de l'OFB. Alors les agents, quel type de profil ils ont Alors, on va retrouver différents types d'agents. Ça peut être des policiers de l'environnement, ça peut être des personnes qui vont travailler, qui vont apporter une expertise sur le domaine de restauration de la biodiversité, d'accompagnement des acteurs pour faire changer les pratiques et aller vers du plus durable dans les territoires. Vous êtes un peu les surveillants de la biodiversité et les accompagnants aussi pour aller vers une meilleure gestion. Tout à fait, l'objectif c'est de préserver le vivant, de protéger la biodiversité. D'accord. Et c'est facile de travailler avec eux, Quentin ? Très appréciable. On en a parlé au téléphone. Eux, ils trouvent que vous avez des spécialistes absolument formidables qui connaissent parfaitement leur métier, qui sont des gens de terrain. Tout à fait. On se sent valorisé, encadré, reconnu et on s'y retrouve complètement gagnant. Donc, pourvu que ça dure. Quoi. Ouais, donc vous êtes à Sainte-Rose, vous produisez de la vanille. C'est ça. On est sur le pied du piton de la Fournaise. La partie où c'est qu'on a les plus jolis levées de soleil de l'île. Ouais. On est la partie où il y a le moins de population et on dit qu'on fait partie des communes des hauts, même si on est dans les bas. C'est parce qu'on a le côté défavorisé, très peu d'emplois, des terrains non mécanisables, très difficiles, mais surtout une biodiversité et des paysages remarquables.
des savoir-faire, du partage, une population fantastique et puis surtout des cultures historiques, emblématiques et culturelles de l'île de la Réunion, quoi. Donc, pas seulement la vanille, mais il y a non, aussi... il y a le litchi, il y a le palmiste, tout à fait. Donc c'est vraiment la sagesse paysanne, il y a 200 ans, a mis ces cultures en place pour valoriser ces terrains-là, parce qu'on est sur une roche-mère très récente et la sagesse paysanne a su sublimer ces terrains-là en y implantant des cultures qui s'y prêtent bien. Et donc, le litchi La Réunion est sublime. C'est le meilleur. Ah bah c'est le meilleur. Quand j'habitais La Réunion, on me disait non, mange pas trop, tu vas t'endormir. Tout à fait. C'est vrai, hein, c'est pas une légende. Oui, oui, oui. On peut s'endormir en mangeant trop de litchi. Parfait, on va revenir avec vous tout à l'heure, Quentin. Nous avons également Antoine Sauvage, il est hébergeur dans les Cévennes, à Cross, au Parc National des Cévennes. Vous, avec l'OFB, de quelle façon vous avez travaillé, Antoine? Comment ils vous ont accompagné pour être ce que vous êtes aujourd'hui? C'est une star des Cévennes. Alors, nous travaillons surtout avec l'OFB, le Parc National des Cévennes. Et je tiens à remercier les équipes d'ailleurs qui ont su nous accompagner, que ce soit en termes de communication pour mieux présenter notre site, notre gîte, et aussi en termes de technique, lorsqu'on a besoin de conseils, par exemple pour planter des arbres et rester sur des espèces endémiques, on n'hésite pas à décrocher le téléphone et appeler l'OFB de manière à avoir cette typologie de conseils. Donc ils nous accompagnent depuis 4 ans et c'est vraiment ce sont des équipes formidables et merci à eux. D'accord. Et est-ce qu'ils vous accompagnent aussi dans la façon que vous avez eu de restaurer votre gîte? Alors à l'époque, malheureusement, moi j'ai repris mon gîte il y a 6 ans, je ne les connaissais pas. Donc nous sommes Esprit Park, marque Esprit Park depuis 4 ans maintenant. Mais j'aurais bien aimé les connaître à l'époque quand on a restauré. On a repris notre gîte un peu avant le confinement, donc on a profité du confinement pour travailler à fond sur la restauration et surtout transformer le lieu de manière à pouvoir recevoir des stages de bien-être, des familles, des randonneurs. Et c'est vrai qu'il aurait été très intéressant, vu les compétences qu'il y a à la fois à l'OFB, au Parc National des Cévennes, de les connaître avant. D'accord. Tout arrive par la suite. Oui, on va pas refaire l'histoire, mais ils sont là maintenant, vous les connaissez, vous avez les téléphones, vous pouvez les appeler. Exactement. Emmanuel et Annette Geoffroy, vous êtes fabricants de fleurs au moulin de la fleuristerie à Orge, 350 habitants. Alors vous êtes à côté du parc national le plus au nord du pays, dans la Haute-Marne. Après, il n'y en a plus, hein. On est d'accord. Ça consiste en quoi, Emmanuel, votre travail? Vous fabriquez des fleurs? Alors, si vous voulez, nous, on est les derniers fabricants en France à fabriquer des pièces détachées de fleurs pour les créateurs de la haute couture, des cabarets, des chapeaux, des accessoires de mariée. Donc, c'est un métier qu'on fait ici sur le moulin de la fleuristerie depuis plus de 120 ans. Donc, c'est une tradition, c'est un vieux métier. Et la particularité, c'est qu'on est devenus les derniers en France spécialisés dans les cœurs de fleurs. Et finalement, on va fournir des créateurs à travers le monde grâce à l'énergie de la roue à aube, puisqu'on fabrique toujours avec la roue à aube et les ateliers et les machines qui datent du début du siècle. Vous avez un moulin qui tourne et qui vous fournit en plus de l'électricité. Vous avez tout compris, c'est dingue. Alors finalement, c'est utiliser à bon escient la nature, l'eau passe et donc ces structures ancestrales, puisque les premières traces du moulin datent de 1264, eh bien nous permettent de développer l'activité et donc finalement de pouvoir s'intégrer en partenariat avec la nature, c'est-à-dire son énergie et restituer l'eau qui va elle continuer son chemin. Donc très peu d'impact sur la nature grâce à la Duy, c'est ça, le cours d'eau s'appelle la Duy, hein? Oui, en effet, la Duy, et puis pour la petite histoire, Duy veut dire en celtique source résurgente, et la source n'est qu'à 200 mètres du moulin, et c'est elle qui va nous apporter l'eau pour entraîner la roue et les turbines. D'accord. Thomas Burel, donc 3 témoignages plutôt sympathiques sur l'OFB en termes d'accompagnement, en termes de marque. Parlez-nous de cette marque qui a été lancée il y a 10 ans, aujourd'hui. On a fêté son anniversaire hier soir. Absolument. Donc 10 ans d'existence pour la marque. Dans la joie et la bonne humeur et la fête. Et merci d'être là quand même, parce que vous êtes couché tard. Hein. Un petit peu. Et cette marque, elle vient souligner, accompagner l'excellence d'un geste, alors ça peut être artisanal, entrepreneurial, agricole, oui. Et touristique également. Touristique. Voilà, tout à fait. On a 3 grandes filières, donc agriculture, tourisme, artisanat. On va dire que le tourisme, ça représente les 3/4 de nos bénéficiaires engagés, professionnels engagés dans la marque. Un peu plus de 20% sur l'agriculture et entre 3 et 4% sur l'artisanat, qui est une filière qui monte tout doucement.
Et effectivement, la marque, c'est vraiment l'humain. Au cœur de la démarche, c'est l'humain. Ce sont les personnes, les femmes et les hommes qui font vivre les territoires des parcs nationaux. Et l'idée de la marque, c'est vraiment de les accompagner au quotidien dans leur pratique pour aller vers du plus durable, le lien à la nature, et permettre de rendre vivants ces territoires et créer une vraie dynamique sur les parcs nationaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est un label qui vient garantir aux consommateurs un esprit particulier? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de découvrir l'esprit des parcs nationaux grâce à la marque Esprit Parc National, et de faire comprendre ce qu'est le territoire d'un parc national, qu'est-ce qu'on peut y trouver, quelles sont les missions d'un parc national. La marque, elle est là pour accompagner la découverte et être en adéquation avec les valeurs des parcs nationaux autour de la protection de la nature et de la biodiversité. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, nous avons 11 parcs nationaux en France. Ça représente à peu près 50 000 hectares. Oui, c'est ça, c'est des hectares, je crois. Alors j'ai pas exactement les chiffres en tête. J'ai vu 50 000, mais je sais plus si c'est des hectares ou des kilomètres carrés, mais c'est pas des kilomètres carrés. Et je sais que ça fait 8% du territoire, c'est à peu près. Oui, sur l'ensemble de la France. Il y en a 11. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en décrire quelques-uns comme ça? C'est quoi un parc national aujourd'hui? Comment on le reconnaît? Alors on va reconnaître un parc national, c'est construit autour d'un cœur, qui est l'espace le plus préservé, où il y a une réglementation spécifique qui va s'appliquer. Et au milieu en général. Tout à fait, en général c'est plutôt au milieu. Et autour de ce cœur, on a une aire d'adhésion. On va dire que c'est la zone où vit la population et où on peut avoir une activité économique plus classique, en sachant qu'on peut aller dans le cœur pour découvrir le patrimoine des parcs, avec un accompagnateur Esprit Parc National par exemple. D'accord. Donc on a 11 parcs sur le territoire, 3 dans les Outre-mer et 8 dans l'Hexagone. Donc un à La Réunion. Et les autres Outre-mer, c'est où? Alors on a la Guadeloupe et la Guyane. D'accord, ah oui, ok. On peut peut-être parler de la Réunion, parce qu'on a la Réunion parmi nous aujourd'hui. Parlons de la Réunion, on adore. La Réunion, voilà, ce qui va vraiment caractériser le territoire, c'est les cirques et les pitons. Le piton de la Fournaise, le piton des neiges. Et la biodiversité remarquable. Et la biodiversité remarquable du territoire. Il y a un endémisme incroyable sur la Réunion qui est vraiment à souligner et remarquable sur le territoire. Voilà, donc ça, c'est vraiment un marqueur de ce territoire sur les hauts de l'île. Vraiment quelque chose de très particulier. D'accord. On va continuer à parler de ces parcs nationaux qu'on découvre ensemble, chers amis, avec les témoignages de nos invités et la découverte aussi des missions de l'Office français de la biodiversité et surtout de la marque Esprit Parc National. Très bien, à tout de suite. Esprit Parc National, voyager autrement et consommer local. Présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. L'Office français de la biodiversité, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que font-ils? Eh bien, ils sont là aujourd'hui avec nous pour parler de la marque Esprit Parc National, qui est une marque, un label en fait, qui vient récompenser, qui vient accompagner, mais aussi valoriser le travail des professionnels. Alors, on va en parler avec vous et on a nos 3 invités qui sont autour de cette table. Je vous rappelle Thomas Burel, chargé de communication à l'OFB. Quentin Donnet, il vient de La Réunion avec sa femme Béatrice qui est restée là-bas, producteur de vanille, agroforestier. Antoine Sauvage et Johan sont hébergeurs, eux, au Mas-Rouveyrac à Cross dans le Gard et dans les Cévennes. Et Emmanuel et Annette Geoffroy, ils sont artisans fabricants des fleurs de moulin de la fleuristerie à Orge. 350 petits habitants à Orge. Juste un petit mot, Quentin. Vous, quand vous produisez de la vanille, racontez-nous comment ça se passe, parce que la vanille à La Réunion, c'est toute une histoire. C'est vrai. Oui, tout a commencé là-bas, tout a été fait là-bas par les hommes. Vous nous en avez ramené d'ailleurs Oui, bien sûr. C'est de la vanille quoi, ça? Ça, c'est de la vanille givrée. Elle est givrée, donc? Oui, c'est vraiment... comment dire ça, l'aboutissement d'un produit, aussi bien dans son mode de culture que dans son mode de préparation. Et tout ça est vraiment issu du terroir et du savoir-faire local, quoi. D'accord. Et donc, voilà. Bon, on se gargarise d'être les meilleurs au monde. Bon, après, de partout, on fait aussi des très beaux produits. On salue les copains de Guadeloupe qui font aussi de la vanille extraordinaire. Madagascar. Oui, Madagascar, tout à fait. Moi, j'ai du respect pour tous les paysans du monde. Ouais, voilà. Et donc, nous, c'est vrai que c'était c'est des terrains du conservatoire du littoral. Et le problème des forêts du bas de l'île, c'est qu'elles ont été fortement anthropisées, abîmées par l'homme, remplies de peste végétale. Et nous, l'idée... C'est quoi la peste végétale? Il y en a tellement, il y en a 115. Donc, si je dois les nommer toutes... c'est une plante qui vient de l'extérieur de l'île et qui est invasive. Donc, c'est des infestations biologiques. Il n'y a rien à faire. Si, on peut lutter contre elles mécaniquement, tout simplement pour redonner de l'air aux indigènes, mais qui ont une croissance beaucoup plus lente. Et donc, nous, notre idée, c'est que
l'idée nous plaisait de fabriquer nos propres intrants, donc en luttant mécaniquement à l'arrachement et à l'éradication des pestes végétales, ça nous permet de créer nos propres fertilisants et nos propres amendements. Et vu que la vanille est une épiphyte, donc c'est une orchidée, donc on a besoin d'arbres support. Et donc, vu qu'on a aussi à l'esprit en 2 ans 2 cyclones les plus violents que la Réunion n'ait jamais connus, on a aussi l'idée de s'adapter aux dérèglements et au changement climatique. Et on s'aperçoit que les arbres inféodés, les arbres indigènes et endémiques de l'île de la Réunion ont des une résistance mécanique face aussi, voilà, tout à fait, à mieux nous adapter. Et donc encore une fois, c'est du 2.0 parce que la biodiversité est tellement phénoménale et grande à l'île de la Réunion que sans accompagnement et sans c'est difficile. C'est très 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 difficile. En plus. Et est-ce qu'on peut visiter votre exploitation? Est-ce que vous recevez du monde? On peut dormir chez vous? Bien sûr, bien sûr. Béatrice cuisine bien? Oui. Oh là là, le canard à la vanille. Oh là là. Le carré Isaac, rougail saucisse. C'est ça. Mais après, il n'y a pas que nous. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes sur Sainte-Rose. Il y a beaucoup d'activités. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment recevoir, partager. Et ça ne nous intéresse pas d'exporter notre vanille. On veut recevoir les gens sur notre terroir, sur notre territoire et partager. Et surtout de dire aux gens, voilà, quel est le début de l'histoire de cette vanille jusqu'à temps qu'on vous la confie dans vos mains, quoi. D'accord. C'est ça l'idée, quoi. Antoine, quel est votre environnement à vous, autour de vous, dans les Cévennes? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il paraît que vous avez la plus belle vue sur quelque chose de France, du monde même? Oui, du monde même. J'ai la chance d'avoir un paysage exceptionnel qui englobe à la fois le Pic Saint-Loup, reconnu pour ses vins, et jusqu'à la Camargue, jusqu'au Grau-du-Roi. Ah oui. On a un fleuve sur le bas dont je vois la source de chez moi qui s'appelle le Vidourle, qui est connu lors de ses débordements, lors des épisodes cévenols. Et donc je vois à la fois la source du Vidourle et l'endroit où le Vidourle se jette dans la Méditerranée. Donc on a vraiment un très beau panorama, un très beau 360. D'accord. Donc comme à 500 mètres d'altitude, avec toujours un petit vent chaud qui vient de la mer, donc ce qui fait que l'hiver est très doux. Et l'été est moins chaud qu'à Montpellier, par exemple. Et autour de chez vous, on peut randonner, parce qu'il y a beaucoup de circuits de randonnée, on peut rayonner de quoi? Des petits sentiers? Alors, le but, en fait, c'est que nos clients, lorsqu'ils viennent chez nous, c'est qu'ils posent la voiture, voir s'ils viennent entrer, on fait même l'effort d'aller les chercher au village d'à côté, pour qu'ils randonnent lors du séjour. Et nous avons développé à la fois la Comcom, les communes avoisinantes ont développé des chemins de randonnée. On a de la petite randonnée, on a le GR67 qui est non loin de chez nous, qui est à 3 km, qui est pas loin du chemin de Stevenson. Et j'ai mis en place une carte également où nos clients ont la possibilité de flasher un QR code pour avoir la trajectoire, donc de suivre sur leur téléphone le chemin de randonnée de manière à ne pas se perdre. Donc on a des randonnées qui vont je dirais, à 1 heure jusqu'à 8 heures, parce qu'on a 8 heures de marche du Mont-Épal. D'accord. Et vous avez reçu la marque Esprit Parc National. Pourquoi exactement? Pour l'ensemble de votre œuvre? Je n'irai pas jusqu'à là, parce qu'ils nous ont bien accompagnés quand même. Mais c'est vrai que l'Esprit Parc, alors on est Gîte de France, on a la marque Gîte de France, on est Gîte Panda également, parce qu'on est dans le Parc National, Écogîte, qu'on a quelques labels quand même. Et je dirais que le label le plus abouti, la marque la plus aboutie, c'est Esprit Parc National, parce qu'au niveau du cahier des charges, il y a un cahier des charges qui est vraiment bien mis en place, qui parle beaucoup d'environnement, qui parle beaucoup de sauvegarde et d'endémique, et également d'économie circulaire, ce qui nous va bien, parce que nous, sur le gîte, bien sûr, on fait vivre les gens du coin, on fait nos propres terrines de sanglier, on fait notre bière, on essaye au maximum de soit produire nous-mêmes, soit de faire travailler les gens du coin, surtout s'ils sont également marque Esprit Parc National. D'accord. Voilà. Et vous êtes un gîte écologique. Alors pour nos auditeurs, ça veut dire quoi un gîte écologique? Il y a des toilettes sèches? C'est jusque-là ou pas? C'est la légende. Et la fausse bonne idée, les toilettes sèches, on a une phytoépuration. On va partir sur le plus noir. On a une phytoépuration pour le traitement des eaux usées, ce qui obligerait de se promener avec des brouettes de caca pour la phytoépuration. Donc on n'a pas de toilettes sèches. Par contre, on a de l'eau de source qui est traitée, bien sûr. Nous avons une piscine naturelle, donc également avec une phytoépuration qui, bien sûr, est différente de celle des eaux usées. Et bien sûr, nous avons un jardin en permaculture. Nous avons des animaux, des moutons, des chiens, des chats, des poules. Bon, les poules, on s'attache pas trop parce qu'on est mangé assez rapidement par les aigles ou les renards ou la faune sauvage. Mais c'est brutal chez vous. Donc, on leur donne pas de prénom aux poules, mais les brebis sont nommées. Et les brebis, par exemple, nous sommes sur une faille géologique, la faille géologique des Cévennes, donc sur du terre granitique à notre niveau, donc avec une terre assez pauvre,
Donc les moutons nous permettent de produire du fumier de manière à amender le jardin et les châtaigniers, parce que nous avons une châtaigneraie, donc on relance un peu, pas pour nous, hein, tout simplement pas pour vendre, pas pour commercialiser, nous relançons la châtaignée. D'accord. Emmanuel, avec votre femme Annette, vous êtes dans le Nord, dans la Haute-Marne, et vous, la visite de votre moulin, elle est estampillée Esprit Parc National. Ça veut dire quoi que la visite soit estampillée Esprit Parc National ? Alors, pour nous, la visite qui est estampillée label Esprit Parc National, c'est aussi mettre en valeur un patrimoine de savoir-faire. C'est aussi s'engager dans des explications, dans un partage qui est important avec nos visiteurs. Mais c'est aussi montrer le patrimoine local. Patrimoine local qui finalement, ce savoir-faire-là, c'est aussi ancré dans notre territoire. Et puisque depuis ces 120 ans-là, on a quand même toute une histoire derrière nous. Et c'est aussi finalement dans le partage pouvoir proposer l'authenticité de nos savoir-faire et de nos vies. C'est-à-dire que lorsque les gens viennent découvrir notre métier, le patrimoine du moulin, c'est pas seulement une découverte touristique, c'est un partage de vie, un partage de savoir-faire, un partage de patrimoine. D'accord. Thomas Burel, comment on obtient tout le monde nous dit autour de la table, c'est un cahier des charges qui est assez difficile à suivre. Hein. C'est un cahier des charges très précis. Alors, à l'heure actuelle, on a 20 filières qui sont couvertes par la marque. Dont des filières étonnantes, dont le vin, par exemple. Dont le vin, tout à fait. On a plusieurs parcs, le parc national de Port-Cros, les Cévennes, le parc national de Forêt. Parce qu'il y a des vignes. Il y a des vignes sur ces territoires. Le parc national des Écrins également, avec un vin d'altitude. Donc, un vin d'altitude. Tout à fait, à 800 mètres d'altitude. Et on n'a pas amené là. On l'a pas amené, malheureusement. Très voilà, donc des filières très différentes qui peuvent aller de la viticulture, donc jusqu'aux sorties de découverte du patrimoine avec des visites de sites ou des sorties de découverte en pleine nature, de l'artisanat. Donc 20 filières avec un cahier des charges précis. Donc ces cahiers des charges, ils sont élaborés sur un travail en commun avec le réseau des parcs nationaux. Donc c'est un travail collectif d'élaboration des cahiers des charges. Et donc chaque bénéficiaire de la marque qui veut rentrer dans notre marque est audité. Avec un certain nombre de critères à respecter pour pouvoir rentrer dans la marque. Donc il obtient la marque pour 5 ans. Et au bout de ces 5 ans, il peut continuer l'aventure. Il est audité une nouvelle fois, un audit de renouvellement pour continuer l'aventure avec nous s'il le souhaite. Et pendant les 5 ans, il peut être contrôlé aussi ? Tout à fait. On a un contrôle aléatoire avec EcoCert, qui peut avoir lieu. C'est un tirage au sort de manière aléatoire. Donc tous les ans, on contrôle certains bénéficiaires de manière aléatoire pour s'assurer que les critères sont bien respectés au quotidien. Et s'ils ne le sont pas ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parfois, c'est des petites choses qui sont améliorées. Une mauvaise utilisation du logo, par exemple. Après, dans le pire des cas, ça peut aller jusque partir de la marque, enfin retirer la marque, mais ça arrive très peu. D'accord. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, on retrouve le label sur du miel, du vin. Ça peut être une entreprise aussi ? Alors, c'est donc l'entreprise qui est marquée. On signe un contrat avec l'entreprise, avec l'agriculteur, avec le prestataire touristique. Oui. Et donc, on a les produits ensuite qui obtiennent la marque. Donc, on peut retrouver du vin, du miel, effectivement, des produits locaux transformés, des produits agricoles transformés. Des visites de sites, des sorties de découverte des patrimoines, des visites en bateau pour les parcs nationaux qui ont une aire marine. De la plongée, des choses très différentes. Il y a Émile Olivier qui est artisane chapelière à Tende au parc national du Mercantour. Elle a eu le label. Tout à fait. Parce qu'elle fait des chapeaux. Elle fait des chapeaux avec de la laine locale, sourcée localement, de la laine du Mercantour. Tout à fait. Et c'est aussi la préservation d'un patrimoine, un peu à l'image de ce que fait le Moulin de la Floristerie sur la protection, la préservation d'un savoir-faire. On retrouve cette idée aussi avec Émilie Oliver dans le Mercantour. D'accord. Quentin Donnet, vous êtes donc agroforestier à La Réunion, à Sainte-Rose, au parc national de La Réunion. Le classement au parc national, les Réunionnais le savent, ça ? Ils peuvent sûr, tout le monde le connaît. Bien sûr, c'est une grande fierté. Même il y a 15 ans, notre inscription à l'UNESCO, c'est encore une fois, c'est une reconnaissance et une mise en lumière de notre territoire, parce qu'on est au bout du monde, donc une chance qu'il existe des reconnaissances aussi bien nationales qu'internationales. Comme ça permet de nous galvaniser, d'être fiers de ce qu'on est, de qu'est-ce qu'on fait, et puis de qui nous sommes, tout simplement. Donc oui, et plus il y en a, mieux c'est. Mieux c'est, oui, c'est sûr. Et Thomas Burel, on sait qu'on est dans un parc national, à quel signe ? Alors quand vous rentrez sur le territoire d'un parc national, notamment à l'entrée des communes, vous avez un panneau indiquant commune du parc national 2. Et quand vous rentrez dans le cœur, vous avez aussi une signalétique spécifique qui vous indique que vous êtes en cœur de parc national. D'accord. On va continuer à en savoir plus sur les parcs nationaux, chers amis, et à parler un peu plus encore de la marque Esprit Parc National. Très bien, on est vraiment au taquet tous les deux. The Office français de la biodiversité. On se retrouve dans un instant. On marque une petite pause et puis à tout de suite. Esprit Parc National, voyager autrement et consommer local. Présente.
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel. Et nous sommes avec Thomas Burel, chargé de communication à l'OFB pour la marque Esprit Parc National, l'Office français de la biodiversité, avec Quentin Donnet également, et avec sa femme Béatrice. Ils sont tous les deux producteurs de vanille, agroforestier tropical à La Réunion. Cette chance au Parc National de La Réunion, dans un décor absolument sublime. On est d'accord, Quentin? Ça va. Avec des arbres très différents au mètre carré, il y en a plein. Hein. Tout à fait. Une densité d'arbres incroyable. Et puis l'épiphisme, les forêts tropicales. Qu'est-ce que c'est que l'épiphisme? C'est tout ce qui va être les mousses, les fougères, les orchidées qui vivent qui vivent en harmonie sur les arbres. Et donc une forêt réunionnaise des bas, une forêt humide des bas, c'est 40 arbres génétiques différents à l'hectare. Et on monte jusqu'à 110 espèces sur 500 mètres carrés. Donc, et encore, on n'en finit pas d'en découvrir. Il y a le phasme du palmiste rouge, par exemple, qui a été découvert en 2002. Il y a encore des nouvelles espèces d'araignées qu'on découvre. Et voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et vous avez le temps de partager votre science des arbres et de la flore avec les visiteurs? Oui, tout à fait. Vous aimez ça, vous? Oui. Et puis même l'effet insulaire fait qu'on a peut-être plus accès à des fonctionnaires d'État de qualité, comme les agents de l'OFB ou les agents du Parc national. Et c'est vrai que c'est tellement spécifique qu'il y a un grand besoin de partage. Et nous-mêmes, des fois, on leur montre des pépites. Et eux-mêmes, après, ensuite, nous aident à décoder tout ça et à décrypter tout ça. Oui, il y a un gros travail de terrain à l'OFB. Hein. C'est ça que les gens, il faut bien leur faire comprendre, c'est qu'à l'OFB, on est vraiment, on n'est pas des administratifs, on est sur le terrain et on est confronté au vivant et à la protection de l'environnement en permanence. Est-ce qu'on est des lanceurs d'alerte? Est-ce qu'on peut dire, tiens, voilà, attention, les forêts, les lacs, ça se réchauffe? On le voit, ça, à l'OFB? Il y a une direction à l'OFB qui peut s'occuper de cette question lanceur d'alerte, ou en tout cas de suivi de l'état de la biodiversité en France. Après, plus spécifiquement sur la marque Esprit Parc National, l'idée c'est d'accompagner cette protection de la biodiversité au quotidien en faisant évoluer les pratiques à l'aide des professionnels dans les territoires des parcs nationaux. D'accord. On va citer les 11. Vous êtes prêts, Thomas? Tout à fait. On a bien répété, on y va. Alors, la Vanoise, Porquerolles, Parc National de Porquerolles, les Pyrénées, les Cévennes, les Écrins, le Mercantour, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, les Calanques et les Forêts. Et le Forêt, qui est dans la Haute-Marne. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a un qui a un parc national qui a une particularité plus que d'autres? Alors ils sont tous particuliers. Oui, ils ont tous des particularités. On peut peut-être dire par exemple que le parc national des Écrins, c'est le parc de la haute montagne. Oui. Donc l'alpinisme, le berceau de l'alpinisme, c'est le parc national des Écrins, le massif des Écrins, la barre des Écrins qui culmine à 4000 mètres, plus de 4000 mètres d'altitude. Et c'était un des premiers créés, je crois, en 1913, les Écrins. Les prémices en fait de la création des parcs nationaux en France, effectivement dans les Écrins, avec ce projet autour du parc national des Écrins, mais le premier créé c'est le parc national de la Vanoise en 1963. D'accord. Et les Écrins sont arrivés plus tard, si je me trompe pas, en 73. Ah, j'étais pas né. Les gens rigolent. Donc c'est très bien. Donc il y a 11 parcs. Est-ce qu'il y en a qui sont plus hauts, plus petits, Est-ce qu'il y en a en danger déjà? Alors en danger, non. Sur un plan de la santé forestière, ce sont que des forêts? Pas forcément, on a des parcs qui sont vraiment consacrés à la forêt, comme le parc national de Forêt pour le coup, qui est le plus récent des 11 parcs nationaux, qui est vraiment dédié à la forêt, à un parc national de plaine, dédié à la forêt de feuillus. On a le parc amazonien Guyane aussi, qui couvre une grande partie de l'Amazonie, la forêt guyanaise, donc là c'est pratiquement un parc exclusivement couvert par la forêt amazonienne. On a d'autres parcs qui sont plus marins, parc national de Porquerolles par exemple, ou parc national des Calanques, où l'aire marine est vraiment très importante sur le territoire couvert par le parc national. Donc on a vraiment une vraie diversité de paysages et de patrimoine paysager et culturel et naturel dans ces 11 parcs nationaux. C'est vraiment des univers très différents les uns des autres et qui abritent tous une biodiversité exceptionnelle. Ah oui, carrément. Ouais. Antoine Sauvage, dans les Cévennes, vous êtes conscient d'être au contact de cette nature et vous la voyez évoluer comment? On est non seulement conscient, mais on est toujours en contact de nature. Alors moi, j'ai la chance de la voir évoluer tous les jours avec le beau panorama que j'ai, surtout l'été, l'automne et au printemps. Mais globalement, on a une belle protection de la nature par chez nous. On subit un peu, je dirais, l'histoire. Je vais vous donner un exemple tout bête. Lorsqu'on a des épisodes cévenols, et je sais que ça arrive de plus en plus, on se retrouve avec des pollutions qui descendent de la montagne. Donc des gens qui auparavant jetaient des déchets dans la nature, et puis au fur et à mesure des épisodes cévenols et des pluies torrentielles, on sort une poubelle de déchets à peu près, surtout l'hiver d'ailleurs, après chaque épisode cévenol.
D'accord. Alors, on oublie plus le passé que le présent, où aujourd'hui on a quand même des touristes qui sont conscients, qui font très attention. On a encore une population locale un peu plus retors, mais ça s'améliore de plus en plus. Et surtout, nous, on met un point d'honneur quand même à, entre guillemets, bien sûr, j'ai pas cette prétention, mais éduquer un peu nos clients, ne serait-ce parce qu'on se nomme gîte écologique, on représente la marque Parc National, tout simplement, et on a été même jusqu'à faire des formations sur l'environnement, quoi, au niveau accompagné bien sûr avec des professionnels, au niveau du gîte. Avec un apéritif, ça passe très bien. Voilà. Ouais, absolument. Thomas Burel, dans les parcs nationaux qui sont là représentés par nos trois amis, est-ce qu'on peut circuler librement? Est-ce qu'on peut dormir, planter sa tente, faire du drone? Est-ce qu'on peut faire tout ça? Alors la première chose à savoir, c'est que le parc national à la française est différent du parc national à l'américaine. Souvent aux États-Unis, on paye une entrée dans le parc national. Après, on peut planter sa tente. Et après, on peut planter sa tente. En France, ce sont des espaces de libre accès. Par contre, on a une réglementation spécifique qui va s'appliquer, notamment dans les cœurs de parcs nationaux. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Si on veut bivouaquer près d'un refuge, il y a des réglementations un peu différentes dans chaque parc, mais globalement, on va pouvoir planter sa tente au coucher du soleil et l'avoir démontée avant le lever du soleil. D'accord. Pour pas, d'une part, polluer le paysage, parce que voilà, c'est un paysage à préserver. Une tente, c'est moche. C'est pas forcément, voilà, on va pas non plus, la végétation au sol va pas non plus être étouffée complètement par la tente de bivouac. Il peut y avoir des troupeaux qui passent du fait de la transhumance et des activités de pastoralisme en montagne. Donc voilà, on a une réglementation spécifique qui s'applique. On va pas non plus, par exemple, pouvoir faire un feu au cœur de parc national. Le risque incendie est trop fort. Ouais. Voilà, mais c'est des espaces libres d'accès dans lesquels chacun peut pénétrer et se promener. En cœur de parc, en respectant bien sûr le cheminement sur les sentiers dessinés, tracés, etc. Est-il vrai que dans les parcs nationaux, ce sont les agriculteurs qui sont les mieux les préservateurs de cette biodiversité? Alors ils ont un rôle très important effectivement pour entretenir... Ça, vous travaillez avec eux en étroite collaboration? Tout à fait, il y a des liens très forts entre les équipes des parcs nationaux et les agriculteurs, que ce soit avec ou sans la marque, mais notamment avec la marque, avec l'exemple de Quentin à La Réunion, où il y a un travail très important qui est fait sur la forêt au Parc National de La Réunion grâce à l'engagement des bénéficiaires de la marque. Mais ça va au-delà de la marque Esprit Parc National, oui, tout à fait. Ouais, d'accord, mais c'est quand même eux qui sont là pour... Ils sont là ils ont une contribution très forte pour préserver ces patrimoines paysagers et naturels dans les parcs nationaux, tout à fait. Est-ce que quand on a un propriétaire de chien, on peut se promener dans un parc national avec son chien? Alors en cœur de parc, très souvent l'accès est interdit pour les chiens, et dans les aires ou alors un accès où le chien doit être tenu en laisse. Voilà, il y a des réglementations un peu spécifiques suivant chaque parc, mais en tout cas, on ne peut pas laisser son chien en liberté dans le cœur de parc. Ça, c'est pas possible. Il y a trop de risques de maladies qui peuvent être transmises à la faune, par exemple. Oui, au moment des couvaisons, ou de dérangement des espèces, on a tout à fait. D'accord. Un risque trop fort. Est-ce qu'il y a moyen de se perdre dans les parcs nationaux ou pas? On peut s'y perdre. C'est ça, on n'a pas d'appli, il n'y a pas d'appli. On a des applis qui permettent de se repérer, de randonner dans les parcs nationaux. Très bien. Comment il s'appelle Geotrek, par exemple, qui permettent de se repérer et se déplacer dans les parcs nationaux. Mais oui, après, tout à chacun peut s'y perdre par lui-même s'il le souhaite. Absolument. Emmanuel Geoffroy, qu'est-ce que vous conseillez de visiter au parc national de Forêt? D'aller se promener, de faire de la randonnée? Qu'est-ce que vous conseilleriez aux visiteurs en Haute-Marne? Alors déjà, le parc national de Forêt, c'est plus de 240 000 hectares, donc on a là un gisement de biodiversité, et si vous voulez, autant pour les gens qui sont passionnés de la nature et des forêts, mais on a aussi toute une faune. Par exemple, on peut nommer la cigogne noire, qui est l'emblème du parc national ici, et qui est un oiseau exceptionnel en Europe, et qu'on peut voir finalement à quelques centaines de kilomètres de Paris, puisque le parc national de Forêt est seulement à 2h15 de Paris. Ensuite, on a du patrimoine historique. On est seulement, par exemple, avec l'abbaye d'Aubrive, qui est dans le parc national. On a aussi à Châtillon-sur-Seine le musée du vase de Vix, le vase de Vix qui est reconnu mondialement. Également, on va retrouver des producteurs exceptionnels, et puis surtout également des savoir-faire.
D'accord. Donc les parcs nationaux, Thomas, c'est le vecteur pour visiter une région. Hein, tout à fait, c'est une porte d'entrée pour découvrir une région, découvrir des patrimoines, des acteurs économiques sur le territoire et toutes les richesses d'un territoire finalement. Tout à fait. Et à Sainte-Rose, qu'est-ce qu'on voit autour de Sainte-Rose? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il faut 2 heures. Non, plusieurs années. Non, c'est magnifique. C'est le rouge du volcan parce qu'on a la chance d'avoir un des volcans les plus actifs au monde et puis qui présente quasiment aucun danger pour les populations, où on peut l'admirer, s'approcher rapidement. On a des jolis panneaux d'interprétation du paysage. Il y a l'océan Indien qui est sublime. On a la chance depuis une dizaine d'années, oui. À Sainte-Rose, vous les voyez bien en plus. Non, c'est le lever de soleil chez nous à Sainte-Rose. C'est l'est. Ah oui, c'est vrai, exact. Mais on voit depuis une dizaine d'années énormément de baleines à bosse revenir, qui s'approchent à quelques mètres du rivage, des tortues. Il y a le paille en queue, il y a les papans, il y a les oiseaux forestiers, il y a Anse des Cascades, il y a la forêt de bois blanc et surtout les derniers lambeaux de la forêt de bois de couleur. Donc quand on traverse ou fait un tour de l'île de la Réunion, on voit de la canne à sucre partout dans le paysage, mais au pied du piton de la Fournaise, ce volcan destructeur est aussi le protecteur. Et donc je voulais juste rajouter que par rapport aux agriculteurs et le commentaire tout à l'heure que vous faisiez, nous on a l'ambition de non pas vivre dans ce milieu-là et de le préserver, mais au final on s'aperçoit, enfin c'est des spécialistes, des écologues qui nous le disent, qu'avec des bonnes pratiques agricoles, on peut même affirmer et dire qu'un agriculteur est un augmentateur de biodiversité. Et très bien. Voilà. Ça, il faut le dire. Tout à fait. Et on va en reparler, on va en continuer à en parler. Il faut qu'on marque une pause, Quentin. Je sais qu'il est parti, là, l'agroforestier. On marque une pause avec nos amis de l'OFB. On se retrouve juste après dans l'émission consacrée aux parcs nationaux et à la marque Esprit Parc National. On la connaît, cette marque. À tout de suite. Esprit Parc National, voyager autrement et consommer local. Présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Oui, chers amis, vous êtes 10 millions chaque année à les visiter, à les fouler aux pieds, à vous extasier devant cette belle nature. Et on en parle de nos 11 parcs nationaux qui font la fierté de notre pays et qui sont entretenus, on peut le dire, avec l'Office français de la biodiversité qui a développé une marque, la marque Esprit Parc National. Et évidemment, cette marque, c'est comme un label. Elle vient accompagner des initiatives sur le terrain de gens qui sont dans l'excellence on peut dire d'un savoir-faire, hein, tout à fait. d'une activité ou quoi d'autre, c'est tout. Des produits aussi. Des produits locaux, tout à fait. Vous m'avez apporté du miel, j'ai vu, je vais le déguster avec joie. Donc les abeilles vont bien Dans les parcs nationaux, oui. C'est mieux. Dans les parcs nationaux, la biodiversité est intégralement préservée, hein, on peut dire ça. Notamment au cœur de parc, tout à fait. Est-ce qu'on trouve des zones où il y a des animaux qui paissent, qui broutent, des animaux des vaches, des moutons Oui. Alors, notamment dans les parcs alpins ou Pyrénées, dans les parcs alpins. Ou le parc national des Pyrénées, on a de la transhumance, donc on a effectivement tout à fait des troupeaux qui montent en estive ou en alpage pendant la saison d'été. Et ils peuvent même aller dans le cœur de parc Tout à fait. Ah, c'est pas interdit pour eux. Il peut y avoir certains endroits en cœur de parc qui peuvent être traversés. Ah, d'accord. Moi, je crois que le cœur de parc, c'était le truc sanctuarisé, plus personne. Non, on peut accéder en cœur de parc et un peu de souplesse. Un peu de souplesse, en faisant attention à ce que l'on fait. Absolument, oui, c'est ça, c'est très important. Thomas Burel est avec nous, il est chargé de communication à l'OFB. Quentin Donnet est avec nous aussi, les producteurs de vanille au Parc National de la Réunion à Sainte-Rose, producteur mission qu'il exerce avec sa femme Béatrice, qu'on salue encore toujours, hein, jusqu'au bout, on la saluera, Béatrice. Antoine Sauvage est également là avec sa femme Joanne. Il est hébergeur au Mas Roverac à Cross et au Parc National des Cévennes. Elle fait quoi votre femme Joanne au sein du gîte? Alors Joanne, on travaille tous les deux sur le gîte bien sûr, mais surtout elle fait de la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Donc comme nous avons des clients qui vont randonner, certains reviennent avec des petits bobos, donc elle se permet de les accompagner, de les soigner avec des méthodes traditionnelles. Très bien. C'est parfait. Et Emmanuel et Annette Geoffroy, ils sont artisans fabricants de fleurs au moulin de la fleuristerie à Orge. Et avec Annette, qui est suédoise, n'est-ce pas, Emmanuel? Je sais tout. Hein. Vous avez épousé une suédoise. Et avec Annette, vous travaillez sur les fleurs, vous aussi, tous les deux. Exactement. Donc on est plus que deux à travailler. En France, vous êtes les deux derniers. Alors les deux derniers pour les cœurs de fleurs. Pour les cœurs de fleurs. Forcément, il y a d'autres personnes qui fabriquent également des feuilles, des pétales, qui font de l'assemblage, qui font les créations. Mais on va servir le monde de la création, que ce soit en haute couture ou que ce soit dans les théâtres, les cabarets, etc. Donc c'est vraiment un métier de création. Et c'est vrai que ici dans le parc national de Forêt, on a été quand même, je voudrais saluer tous les agents de l'OFB puisque on a une équipe très jeune
national, ici dans le parc national de Forêt, puisqu'on est le premier de la liste des derniers parcs créés. Et on est vraiment très bien soutenu avec des gens qui sont passionnés et des gens qui ont envie d'aider à faire découvrir, à faire vivre ce territoire dans la recherche de la protection de notre biodiversité. Et c'est vrai qu'un parc national de forêt, c'est pas seulement pour les visiteurs qui, eux, vont venir découvrir nos territoires, mais c'est aussi pour nous, puisqu'on découvre avec les agents de l'OFB des choses qu'on vivait tous les jours sans se rendre compte. Comme par exemple, c'est extraordinaire de le voir. Eh bien, par exemple, si vous voulez, quand on regarde les prairies humides, toute la richesse des plantes, quand on va découvrir la faune, puisque, si vous voulez, sur 245 000 hectares de forêt, on a de la faune avec des cerfs, avec des chevreuils, mais tout ça, ce sont des animaux qui vivent naturellement, mais en même temps, on apprend à les connaître et à mieux les comprendre. Et ça, c'est aussi important. Alors, tout à l'heure, on pensait aussi à toutes les animations qui peuvent être faites dans les parcs nationaux. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des programmes qui sont de découverte, des programmes, alors, découverte nature, mais aussi découverte artistique, culturelle. Par exemple, on a des centres culturels qu'on appelle, par exemple, ici Simone, à côté de Châteauvillain. On a des choses à proposer. Et c'est vrai que pour un long week-end, eh bien, on accueille les gens avec plaisir. Il y a des hébergements, comme on disait, qui sont aussi labellisés Esprit Parc National, les visites, les produits du terroir, les savoir-faire. Et ça permet de proposer à nos visiteurs finalement un label de qualité et surtout l'authenticité dans la rencontre avec les gens. Et ça, c'est important aussi de comprendre que ce label Esprit Parc National est là aussi pour développer le territoire, ses gens et son économie. D'accord. Comment on rentre dans un parc national, Thomas ? Il y a des petites maisons qui nous accueillent, comme des offices de tourisme régulièrement Alors, on a des maisons de parc national. Combien vous en avez en France ? Ça va dépendre des parcs. Parfois, une seule par parc, par exemple, dans les Calanques. Les Pyrénées, ça va être une par vallée. Voilà. Parfois, ces maisons de parc sont partagées avec les offices de tourisme. L'idée, c'est vraiment une porte d'entrée du parc pour avoir de l'information sur le territoire, comment l'approcher, comment y rentrer, comment s'y comporter, et aussi comment découvrir les acteurs du territoire avec une valorisation des professionnels Esprit Parc National dans ces maisons de parc également. Qui sont tous des passionnés par leur métier. Toujours. Comme Quentin, il nous parlait tout à l'heure. Quentin, vous nous parlez tout à l'heure de votre métier en disant que les agriculteurs, c'était aussi des gens qui n'étaient pas obligés d'utiliser des pesticides, des choses chimiques. On peut très bien se débrouiller avec la nature. Bien sûr. Et puis de toute façon... Alors donnez-nous un exemple, par exemple. La biomasse des pestes végétales, parce que nous, à La Réunion, il n'y a plus de destruction de forêt, il n'y a plus de coupe rase, et la perte de la biodiversité sur notre territoire est très particulière. Elle est liée seulement à l'invasion des espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est votre problème majeur, ça. Ah oui. Et si on ne fait rien, dans 100 ans, il n'y aura plus de forêt primaire à l'île de La Réunion. Donc, une action passive ne suffit pas. Il faut vraiment se retrousser les manches et le faire. Maintenant, de plus en plus, à l'échelle du monde, on calcule cet impact économique des EE. Mais je vous rassure, ce qui se passe chez nous dans notre milieu insulaire va vous arriver Mach 10. Oui. Et nous sommes des précurseurs, et parce que nous sommes un milieu beaucoup plus fragile que le vôtre. Mais votre tour va arriver. Et je pense que là-dessus, nous, on a 30 ans de prise de conscience. Et il y a des choses qui sont faites. Et là, récemment encore, on était avec le Conservatoire botanique des Mascarins qui nous alertait sur un arbre pieuvre. Donc, c'est un arbre parasite qui pousse en haut des arbres et qui l'étrangle comme un ficus étrangleur. Et d'où ils viennent, ces arbres ? Ça nous vient des quatre coins du monde, mais le climat réunionnais est tellement un climat chaud, humide et agréable que toutes les plantes du monde, tout pousse. Toutes les plantes alimentaires du monde et toute plante pourrait pousser à l'île de La Réunion, mais on s'aperçoit encore une fois qu'il ne faut pas tendre vers une McDonaldisation de nos forêts. Et quand je pense que les gens veulent venir à l'île de La Réunion, ils veulent voir nos forêts primaires. Bien sûr. On a des forêts complètes secondaires où il y a une essence seulement, alors que comme je vous décrivais tout à l'heure, ça doit être riche, varié, avec une strate haute, une strate herbacée, une strate arbustive. Une forêt primaire, c'est quoi ? C'est une forêt dont les arbres sont là depuis... Exactement, qui sont arrivés... Le début ? Voilà, où le mécanisme s'est mis en place, mais sans l'homme. Après, c'est sûr que les hommes ont dû défricher l'île pour pouvoir consommer, faire des plantes alimentaires, des plantes de fourrage, et certaines sont devenues marronnes et envahissent complètement nos sous-bois, et c'est vraiment l'enjeu majeur, quoi. C'est vraiment cette lutte-là. De plus en plus, les gens, les associations, les écoles, tout le monde maintenant sait... tout le monde a pris conscience. Voilà, il y a une prise de conscience, et ça, c'est chouette, mais après, il faudrait qu'on y aille encore plus fort
fort encore plus vite, dans l'idéal pour, encore une fois, la préservation. Nous, on travaille sur des lambeaux de forêt où elles ont disparu à plus de 93%. Il y a une forêt semi-sèche de l'ouest de l'île qui a complètement disparu, donc il nous reste plus que... Et qui ne se renouvellera pas. Exactement. Il n'y a aucune chance. Exactement. Et puis, au pied du piton de la Fournaise, c'est le seul territoire métropolitain qui continue à s'agrandir. Le volcan nous crée de la roche-mère, mais qu'est-ce qui nous crée une terre arable qui est vitale pour l'humanité? C'est la forêt. Un meilleur agriculteur, au meilleur des cas, maintient la fertilité du sol. La forêt crée du sol. Et ce ne sont pas des forêts secondaires qui créent du sol. Au contraire, elle les acidifie et elle bloque le processus. Et donc, encore une fois, on s'aperçoit que la biodiversité n'est pas une alternative, mais vraiment l'option que l'homme ne peut pas rater son coche, quoi. Et c'est maintenant que ça se joue. Vous avez vu ce qui vous pend au nez, Antoine et Emmanuel, hein, Quentin, il a dit quoi dans 100 ans? On a un problème de... Oui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la chance d'un parc national, avec donc tous les techniciens qui travaillent, ils sont là aussi pour aider notre société à anticiper sur les évolutions. Et c'est vrai que par rapport au thème de la forêt, il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent aussi ici pour pouvoir anticiper et essayer de trouver les méthodes d'adaptation de la forêt en général. Et donc, un parc national, c'est vrai que c'est un lieu où on va rencontrer la biodiversité, mais c'est aussi un lieu où on préserve la biodiversité et on anticipe également l'avenir. Absolument. Et ça, on soigne sa biodiversité. Le mot de la fin, Thomas Burel, comment on reconnaît le logo de l'esprit, de la marque? Alors, c'est écrit Esprit Parc National. Il y a un petit E dessiné, enfin plutôt travaillé. Oui. Voilà, vous le retrouvez sur tous les produits. C'est un petit E. Tout est écrit Esprit Parc National en entier, mais le E est plus reconnaissable. Il y a une écriture plus manuscrite pour le E. Et on le trouve sur les produits à l'entrée des parcs? On le retrouve sur les produits qui sont marqués. Quentin, il l'a, tout le monde l'a autour. Sur sa vanille. Un hébergeur comme Antoine, on va le retrouver à l'entrée de son hébergement, sur sa porte d'entrée, ou une plaque qui peut être apposée à l'entrée du gîte. Voilà, pareil pour Emmanuel à Moulin de la Foresterie. D'accord. Toute une signalétique qui permet de reconnaître les produits Esprit Parc National avec une déclinaison par territoire, où on retrouve la mention géographique du territoire concerné. Parfait. Merci beaucoup, mes amis, d'avoir participé à cette émission. On doit se quitter. C'était une très belle émission sur les parcs nationaux grâce à l'Office français de la biodiversité. Rendez-vous chez Emmanuel et Annette Geoffroy au Parc national de Forêt de Haute-Marne. Rendez-vous chez Antoine Sauvage au Mas Rouveyrac à Crosses dans le Gard, dans les Cévennes. Rendez-vous à La Réunion, à Sainte-Rose, au Thé Le Frère chez Quentin. Et puis, merci Thomas de nous avoir éclairé un peu plus sur la marque Esprit Parc National. Et sur les 11 parcs nationaux de notre belle France. Merci beaucoup à tous, mes amis. À bientôt. On se dit au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Salut. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Esprit Parc National. Voyagez autrement et consommez local.